Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Les Jeunes en parlent. C'est votre chaîne Santé et Docteur TV, votre chaîne utile qui vous donne toutes les informations nécessaires pour une bonne santé. Et aujourd'hui, le plateau des jeunes a décidé de discuter d'une question essentielle qui nous concerne, nous, en tant que jeunes aujourd'hui et en tant que parents de demain. Bien évidemment, nous voulons parler de la drépanocytose, de cette maladie génétique qui est très répandue, mais dont on en parle peu. Une maladie qu'on peut essayer d'éviter ou peut-être d'éviter justement la transmission à nos générations futures. Alors, comment vivre avec pour ceux qui sont déjà atteints et comment essayer d'améliorer l'avenir en limitant la transmission de ce gène? C'est de cela que nous allons discuter aujourd'hui dans ces quelques minutes avec des médecins, avec des spécialistes de la question qui sont venus spécialement pour vous donner la bonne information. Alors, comme vous le savez, je ne suis jamais seule. Aujourd'hui, je suis avec, je l'ai dit tantôt, deux médecins. Il s'agit donc de Dr Amebede et Dem Krisoa. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Non, c'est bien ça. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Je vais super bien également. Il est donc médecin et spécialiste de la prise en charge de la drépanocytose. Gros français. Donc ça veut dire que ceux qui sont médecins simples ne sont pas spécialistes de la prise en charge de la drépanocytose. Est-ce que ça me dit? Non, c'est juste qu'il y a une petite spécialisation qu'on a fait pour ajouter au diplôme. Et pourquoi ça vous intéresse autant? Pourquoi peut-être ne pas aller faire une spécialisation, je ne sais pas, en gériatrie, psychiatrie, neurologie? Et que vous avez choisi la drépanocytose? Bon, déjà la drépanocytose, c'est une maladie, comme vous le savez, dont les gens souffrent en silence. Et donc, on a l'impression que les médias n'en parlent pas et il n'y a pas une sensibilisation, il n'y a pas un programme dédié à cette maladie, mais qu'il y a plein de complications dont les gens en souffrent. Et moi, particulièrement, la chance m'a été donnée d'être au contact du centre de référence à Lomé. Et donc, au décours de la prise en charge régulière des patients, j'ai eu cette envie de me spécialiser, d'avoir une formation approfondie sur la maladie. Donc, c'est ça même qui m'a amené à faire la spécialisation. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et nous sommes également avec Dr Togbenini Vovome. Il est médecin spécialiste. Il est médecin généraliste. Alors, comme ça. Lui, il n'est pas spécialiste de la drépanocytose, il est spécialiste d'autres choses. Bonjour docteur, comment vous allez? Bonjour Dorcas, je vais bien et vous? Ça va super bien. Alors, lorsqu'on parle de la drépanocytose, est-ce que ça vous parle particulièrement? Est-ce que c'est une maladie que vous côtoyez tous les jours? Merci, oui. Quand on parle de la drépanocytose, personnellement, comme mon collègue l'a dit, j'ai aussi eu la chance de faire les gardes au Centre national de référence des drépanocytaires qui est situé au CHU Campus. Et nous côtoyons tous les jours des drépanocytaires qui viennent avec beaucoup de complications et que nous gérons. Et vraiment, ça me parle beaucoup parce que c'est une maladie génétique et qu'on peut l'éviter facilement. Et que c'est une maladie qu'on peut éradiquer. Il y a un manque d'informations, manque de programme pour éradiquer facilement cette pathologie. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de la drépanocytose, qu'est-ce que cela voudrait dire? La drépanocytose, déjà dans nos termes réguliers, les gens l'appellent hématie. Certains l'appellent en éveil, poumédouille. Ou bien certains, ils essaient d'illustrer ça avec des signes comme des enfants qui ne grandissent pas bien. Des enfants qui souvent ont le gros ventre, c'est-à-dire la splénomégalie, une partie du ventre qui se gonfle. Des enfants qui sont tout le temps malades ou font régulièrement des infections. En fait, il y a plein d'aspects que les gens décrivent sous forme de drépanocytose. Mais de façon scientifique, c'est une maladie génétique, c'est-à-dire c'est une maladie qui est due à une anomalie dans le gène de l'être humain. Et donc, ce gène-là sera transmis des parents aux enfants. Et donc, il y a une hémoglobine particulière qui est retrouvée au niveau de l'organisme. Et cette hémoglobine normale, c'est A, mais lorsque cette transformation génétique va transformer ce A en une autre hémoglobine qu'on appelle le S, donc la présence de ce S-là va favoriser maintenant cette maladie, si on peut le dire comme ça, avec toutes les complications
qui vont avec. Et donc, c'est une maladie génétique qui traduit une formation d'une hémoglobine normale A en hémoglobine S. Et donc, qui est transmis de deux parents qui ne se connaissent pas à voir ce trait drépanocytaire et qui vont le transmettre à leur enfant. Et si cet enfant se retrouve avec l'hémoglobine S, de façon générale doublée, il va manifester les signes de cette maladie. Signes de cette maladie. Et en parlant des signes de cette maladie, comment on peut reconnaître que cette personne souffre de la drépanocytose? Merci. Pour reconnaître qu'une personne souffre de la drépanocytose, il y a des signes, certes, mais la certitude, il faut faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Mais des signes qu'on peut retrouver chez une personne qui souffre de la drépanocytose, il y a des douleurs ostéo-articulaires, c'est-à-dire la personne a mal dans les os. Ça peut arriver aussi que cette personne a mal au ventre, sans toutefois faire une infection du ventre. Ça peut arriver que cette personne pisse du sang rouge. Et ça peut arriver que cette personne-là fasse beaucoup d'infections. Mais nous tenons à le dire que tous ces signes aussi peuvent se retrouver dans d'autres pathologies, c'est-à-dire dans d'autres maladies. Et la certitude, c'est de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine qui va confirmer que cette personne souffre vraiment de l'hématie ou bien de la drépanocytose. D'accord. Donc, lorsqu'on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, pour des personnes qui ne s'y connaissent pas la matière, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais? Je pars uriner? Comment je fais pour faire le test? D'accord. Pour faire le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est simple. Il s'agit d'une prise de sang qu'on peut faire dans beaucoup de cliniques, de centres hospitaliers publics. Et on peut le faire aussi au centre de prise en charge des drépanocytaires. Donc juste une prise de sang et on fait la prise de sang, on va tester le sang et on va vous donner votre profil sur le germe hémoglobine. Donc on vous dira si vous êtes AA ou soit si vous avez des traits drépanocytaires ou soit si vous êtes drépanocytaire. Donc si vous avez des traits drépanocytaires, vous allez éviter des conjoints qui ont aussi des traits au risque de transmettre cette maladie-là à votre enfant. D'accord. Alors, on a parlé de ceux qui vont avoir la drépanocytose et de ceux qui vont avoir des traits drépanocytaires. Qu'est-ce que cela veut dire? De façon plus précise, les traits drépanocytaires, c'est ceux qui ont, en fait, les gènes, de façon schématique, sont doublés. C'est-à-dire, si on dit que tu es drépanocytaire, c'est que tu as le gène S là, qui est responsable de la maladie, tu l'as en double. Si on prend la forme la plus simple, c'est la forme SS. Donc, quand tu as la forme SS, c'est que tu as ce qu'on appelle la drépanocytose majeure. Maintenant, il y a les formes AS qu'on appelle très drépanocytaires, c'est-à-dire que lorsque tu as le AS, tu ne fais pas la maladie, mais tu peux le transmettre. C'est-à-dire que si tu te maries avec quelqu'un qui est également AS, tu peux le transmettre à ton enfant, lui aussi, et donc ça va peut-être former chez lui ce qu'on appelle le SS, qui sera le gène et le génotype de la maladie, qui est la drépanocytose. D'accord. Maintenant, pour dire que je souffre de la drépanocytose, il faut que tu aies le SS. Pas seulement le SS. On dit souvent aussi, pour définir la drépanocytose, il faut forcément le S et ne pas avoir le A. Parce que si tu as le A, si on te donne les résultats et que tu as le A, c'est vrai que de façon schématique au laboratoire, il y a des pourcentages, mais si tu as le A, tu es probablement dans le phénotype de ceux qui ont les traits drépanocytaires ou peut-être autre chose associée comme les thalassémies. Mais si tu as le S, on peut avoir associé à ce S-là l'autre anomalie qu'on appelle le C. Donc il y a plusieurs génotypes. Okay. Donc il y a le SS. Bon, parmi les syndromes drépanocytaires majeurs, il y a plusieurs, mais pour se limiter uniquement chez nous, au Togo ou bien en Afrique subsaharienne, il y a le SS, il y a le SC et il y a le S associé avec d'autres anomalies de l'hémoglobine qu'on appelle les bêta-thalassémies. Donc, de façon générale, c'est ce qu'on retrouve plus chez nous au Togo. Sinon, il y a d'autres aussi qui s'ajoutent. Mais est-ce que c'est possible de trouver, par exemple, une AS qui présente des symptômes
comme les drépanocytaires, qui se plaint que voilà, il a des douleurs au niveau des os, qui a peut-être un gros ventre, qu'on va parler peut-être de la splénomégalie, comme on l'a dit. Est-ce que c'est possible? Pour ça dépend du pourcentage de S que la personne a. Donc, comme le collègue l'a dit, au laboratoire, quand on va doser, il y a des pourcentages d'hémoglobine qui seront donnés. Donc, plus il y a beaucoup de S dans son sang, plus il a le risque de faire des crises comme un drépanocytaire. D'accord. Donc, cela va dépendre essentiellement des pourcentages. Maintenant, lorsqu'on, par exemple, on voit la personne qui a le AS qui présente des signes, on va la traiter comme une drépanocytaire ou on va continuer toujours par dire qu'elle a que des traits drépanocytaires? Comment se fait la prise en charge des AS qui présentent des signes vrais comme elle était SS ou SC? Donc, si des gens, ceux qui présentent des crises ou bien des infections, comme je l'ai dit, comme signes, comme les drépanocytaires, ils seront traités comme tels. Mais il n'y a pas vraiment une prise en charge vraiment très calquée pour les drépanocytaires. C'est pareil pour des personnes normales aussi, mais c'est beaucoup plus les douleurs qu'ils ressentent. Donc, si le AS a des douleurs comme les drépanocytaires, bon, il sera pris en charge par des antalgiques comme les drépanocytaires. Et s'il a des infections, il sera traité comme tel. D'accord. Alors, quelle est la cause de cette maladie? Comment on peut expliquer d'où ça provient? D'accord. Bon, s'il faut rechercher la cause de façon plus simple, c'est, comment on dit ça, une mutation au niveau des gènes. Donc, ce sont des protéines qui sont dans notre organisme, qui sont responsables de tout ce que nous faisons. Donc, par exemple, il y a des protéines qui sont dans les gènes et qui sont spécialisées dans la production de ce que nous appelons les hémoglobines. Donc, s'il y a une mutation, donc ça veut dire que déjà, si on a la maladie, c'est que nos ancêtres ont eu à développer ça. Et de façon générale, il y a des zones qu'on définit sur la planète où on appelle des épicentres, où on a localisé les premières personnes à souffrir de cette maladie-là. Et donc, c'est cette anomalie qui permet maintenant de ne plus fabriquer l'hémoglobine A, mais plutôt de fabriquer l'hémoglobine S, et qui est à la base de la maladie. Donc la cause même de la maladie, c'est à ce niveau. Donc c'est une transformation de l'hémoglobine A en hémoglobine S, qui a cette capacité de se falsiformer, on n'a pas encore parlé de ça, mais qui a cette capacité de se falsiformer lorsqu'il manque d'oxygène. Puisqu'il faut le dire, l'hémoglobine, c'est cette structure-là qui permet à l'organisme de transporter l'oxygène dans l'organisme. Donc, lorsqu'il y a une situation où il y a un manque d'oxygène, l'hémoglobine S qui est présente va se multiplier et va entraîner une déformation de l'hémoglobine. Donc, c'est ça maintenant, cette déformation qui va aller causer toutes les complications qu'on va décrire plus tard. D'accord. Alors, je pense qu'on va rester un peu sur cet aspect-là. Et qu'est-ce qui va entraîner le fait que l'organisme manque d'oxygène? Il y a plusieurs situations. Ok. Bon, quand il dit manque d'oxygène, ce n'est pas spécifiquement l'oxygène, mais il y a plusieurs situations qui rentrent dedans. Si je prends par exemple la déshydratation, le fait qu'on ne boit pas assez d'eau, bien le fait que tu as été exposé au soleil pendant longtemps. On sait que le soleil, ça entraîne une déshydratation. Lorsque tu fais une infection, tu peux te déshydrater à cause de la fièvre. Lorsque ça se passe du côté de la déshydratation, il y a des changements climatiques, c'est-à-dire que lorsque je passe d'une situation de chaleur à une situation de froid de manière brusque, ça favorise cet aspect de la falciformation, la transformation de l'hémoglobine normale en hémoglobine qui est sous forme de fossile qui va entraîner les complications. Donc il y a plein de situations, si on peut s'arrêter là. Il y a aussi le manque d'oxygène, comme on l'a dit. Quand tu montes en altitude, ça favorise la falciformation. Parmi tant d'autres, on peut citer également le fait de prendre des avions. Quand tu prends l'avion, quand tu es en altitude, ça fait partie des facteurs de... Est-ce pour ça qu'on demande aussi aux drépanocytaires de ne pas faire du sport? Des fois, on leur donne une certaine dispensation. C'est surtout pour éviter aussi le fait qu'ils manquent d'oxygène, c'est ça peut-être? Oui, bon, c'est pour éviter l'exercice physique intense.
Oui, c'est surtout l'exercice physique intense. Quand on fait des activités sportives, on a besoin beaucoup plus d'oxygène. Et que comme ces globules rouges sont falciformés, ce sont ces globules rouges-là qui apportent de l'oxygène à toutes les cellules de l'organisme. Ok. Donc plus vous faites du sport, plus vous allez dépenser demander, de l'énergie, plus vous allez demander beaucoup d'oxygène. Et l'oxygène, là, normalement, qui devait être apporté par des hémoglobines et qui sont falciformées. Donc c'est pour ça, des activités intenses aussi peuvent déclencher ces crises. D'accord. Alors, quel est le rapport qu'on fait avec hémoglobine qui se déforme et des douleurs? D'accord. Hémoglobine qui se déforme et les douleurs. Bon, ça, on veut rentrer un peu dans ce qu'on appelle la physiopathologie, tout ce qui entraîne les symptômes, les manifestations. Donc, de façon générale, la douleur, c'est le premier signe des drépanocytaires, que nous appelons dans notre jargon crise vaso-occlusive. Donc, quand on dit crise vaso-occlusive, ça veut dire que c'est une vaso-occlusion, c'est-à-dire, il y a une occlusion, c'est-à-dire des vaisseaux qui sont bouchés. Donc, c'est une occlusion des vaisseaux qui entraîne la douleur. C'est ça, une crise vaso-occlusive. Donc, l'hémoglobine normale AA a cette facilité ou bien cette souplesse de passer dans les vaisseaux. Donc, maintenant, lorsque il y a l'hémoglobine S, et comme je l'ai dit, en situation, dans certaines conditions, ils vont se falciformer. Quand on dit qu'ils sont falciformés, c'est qu'ils n'ont plus la forme normale, ronde, qu'on définit pour les hémoglobines, mais ils ont une forme sous forme de faucille. Et cette forme est rigide et qui n'a plus cette souplesse pour circuler librement dans les vaisseaux. Ce qui fait que lorsqu'on a assez de ces formes-là, ils vont d'abord adhérer à la paroi des vaisseaux. Et donc, lorsqu'ils vont s'adhérer à plusieurs, ils vont entraîner ce qu'on appelle une occlusion. Ils vont fermer le passage du sang de façon normale. Et donc, il va former toute une molécule là-bas qui va bloquer ça et qui sera à l'origine de ce qu'on appelle la douleur. Et donc, on parle de crise vaso-occlusive. Donc, c'est de manière plus simplifiée à décrire. Sinon, c'est tout un processus complexe qu'il faut décrire. Et là même, la complexité même de la chose amène à se poser la question, est-ce que c'est possible d'avoir peut-être des parents nés au cours d'une mutation de parents qui sont peut-être SS et SS, d'avoir un enfant qui est AA complètement? Genre, comme la mutation a donné la maladie, il y a une autre mutation qui se produit pour faire partie de la maladie. Déjà, bon, ça n'a pas encore été décrit, mais sur le plan génétique, c'est possible des mutations comme ça. Ouais. Mais pour la drépanocytose, c'est quasi impossible parce qu'on n'a pas encore décrit ces situations où un parent, en tout cas les deux parents sont SS et qui vont donner un enfant, ne serait-ce que AS même, il n'y en a pas. Donc quand tu es SS, c'est que tu nais avec, tu meurs avec. Tu es comme ça ne change pas, à moins que tu subisses ce qu'on appelle une thérapie génique. C'est-à-dire qu'on agit sur le gène pour changer le S en A, par exemple. Voilà. Et donc, si on ne fait pas cela, c'est que tu es SS, quoi. Et une union de deux personnes SS, c'est forcément des SS, uniquement que des SS qui vont sortir. Uniquement que des SS. Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui de vivre avec la drépanocytose? Oui, évidemment, c'est possible de vivre avec la drépanocytose. On entend dans la population des gens qui disent que les drépanocytaires meurent plus vite, ils doivent mourir avant 18 ans, avant 25 ans. La dernière fois aussi, j'avais eu un patient qui est venu, il avait 25 ans, c'est un entrepreneur et il avait fait une crise, il avait des douleurs et quand il est arrivé à l'hôpital, les gens disaient à la maison que comme il a 25 ans maintenant, c'est le dernier jour pour lui. Donc il avait tellement peur, moi je ne comprenais pas. Moi, je prenais ça pour des caprices, mais après quand je l'ai appelé dans le bureau, je lui ai expliqué la drépanocytose. Nous avons même eu des patients qui ont plus de 70 ans, 80 ans qui sont là, qui vivent avec la drépanocytose. Donc on peut vivre avec la drépanocytose. Donc, tous ceux qui sont nés drépanocytaires, ils peuvent vivre avec la drépanocytose s'ils sont bien suivis. Et je profite de cette occasion
pour informer la population qu'il y a un centre national qui est destiné aux drépanocytaires, uniquement que les drépanocytaires, qui est situé au CHU Campus. Donc tous ceux qui sont drépanocytaires ou bien qui ont des connaissances qui sont drépanocytaires peuvent aller là-bas pour se faire suivre. Donc merci. D'accord, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est possible de vivre au-delà de 18 ans, de vivre au-delà de 25 ans. Ben, ça reste quand même une idée reçue que les drépanocytaires ne grandissent pas vite. Et ça aussi, je pense qu'on ne l'a pas expliqué. Hein. Pourquoi ils ne grandissent pas si vite? Est-ce que c'est toujours lié à des mutations génétiques qui fait qu'ils ne grandissent pas vite, qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils meurent vite, ils meurent maximum 18 ans, 25 ans, ils doivent mourir. Et voilà, il y a beaucoup de mythes qu'on entend autour de la maladie. Bon, c'est toujours, comme on le dit, des préjugés, hein, parce que déjà, quand on dit qu'il ne gagne pas, ça à partir du métabolisme. Je pense que on l'a pas, comme je dis, on ne peut pas tout décrire ici, mais le métabolisme chez le drépanocytaire, c'est beaucoup plus, comment on dit ça, plus intense que chez une personne normale, parce que c'est quelqu'un qui est appelé à détruire les globules rouges plus rapidement qu'une personne qui n'a pas l'hématie. Donc le métabolisme en soi est beaucoup plus rapide. Et si on n'a pas associé à ce métabolisme rapide des moyens qu'il faut, certaines personnes, ce n'est pas tout le monde, mais certaines personnes ne grandissent pas normalement. Maintenant, l'autre chose aussi, on dit qu'ils ne sont pas intelligents. Moi, je connais des drépanocytaires, la majeure partie que je connais, ils sont bien intelligents. Hein. Peut-être que c'est les complications de la maladie, les crises qui vont entraîner des hospitalisations, qui peuvent occasionner des absentéismes dans les classes et tout, qui peuvent peut-être, comment on dit ça, agir sur l'éducation de façon générale. Mais moi, je connais plein de personnes drépanocytaires qui sont très intelligents. Et en parlant des conséquences, quelles sont les différentes conséquences de la maladie? Les complications, il y en a tellement. Il y en a tellement que il y a ce qu'on appelle les complications aiguës et les complications chroniques. Et dans les complications aiguës, ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on voit de façon régulière et qui nécessite peut-être un traitement rapide. C'est les crises qui sont en premier lieu. Donc, que ce soit les douleurs dans les os, les douleurs dans le ventre, les maux de tête, tout ça, il faut traiter la personne rapidement. Il y a également les infections qui sont récurrentes chez les drépanocytaires. Et il y a ce qu'on appelle les complications vasculaires, comme les AVC, comment on appelle aussi, le syndrome thoracique aigu, qui sont deux grandes complications qui sont redoutables dans la maladie. C'est-à-dire que quand vous faites un AVC, comme information, je travaillais sur une thèse la dernière fois sur les AVC et j'ai remarqué que tous les patients qui sont drépanocytaires qui ont fait des AVC n'ont pas survécu. Ok. Donc, c'est là que j'ai encore plus mesuré l'importance en fait de cette complication chez les drépanocytaires. Ceux qui font les AVC, ça peut être prévenu, mais quand ça survient, la majeure partie n'arrive pas parce que les gens traînent, ils ne savent pas exactement c'est quoi, et jusqu'à ce qu'ils n'amènent la personne à l'hôpital, la personne meurt. Voilà, donc c'est parmi tant d'autres les complications aiguës, mais parmi les complications chroniques qu'on peut avoir, on peut parler des ostéonécroses. Ostéonécrose, c'est lorsque une partie de l'os commence par pourrir parce qu'il a manqué suffisamment d'oxygène et donc il commence par pourrir et donc pas d'ostéonécrose. Il y a également ce qu'on appelle les ulcères, c'est-à-dire des plaies, une partie de la peau qui m'ensuit. Bon, on va décrire ça comme ça. Puis quand on parle de vaso-occlusion, c'est que les vaisseaux sont bloqués quelque part et de l'autre côté, il n'y a plus de nourriture pour les organes qui sont nourris par ces vaisseaux-là. Donc, il y a également les ulcères qui sont des plaies qui guérissent aussi difficilement, qu'on peut comparer aussi au pied diabète, même si ce n'est pas la même chose. Et on peut avoir également ce qu'on appelle, il ne faut pas que j'oublie tout, hein, les complications au niveau des yeux, d'accord, qui peut même aboutir jusqu'à la cécité. D'accord. Donc, il y a plein de complications, sans oublier aussi l'anémie, parce que le drépanocytaire, c'est quelqu'un qui est connu comme qui doit vivre avec un taux
bas de l'hémoglobine, avec de l'hémoglobine. Et donc, ils sont connus comme ça, ils vivent comme ça, ils font tout comme ça. Mais il y a des situations où ce taux diminue encore et qui va nécessiter plus, comment on appelle, des prises en charge beaucoup plus rapides pour les sauver. Donc, il y a plein de complications. Je pense que je ne peux pas tout citer. C'est assez intéressant aussi. Et la question que je me pose, est-ce que les personnes arrivent naturellement à l'hôpital, peut-être pour avoir des informations sur la maladie, pour se faire dépister, ou ce sont ces complications-là qui les amènent à l'hôpital et qui poussent le personnel à dépister la maladie? D'accord. Et bon, pour revenir un peu sur les complications, il ne faut pas oublier le priapisme. Qui est une érection douloureuse. Il ne faut pas l'oublier. Chez le garçon. Chez le garçon. Donc, et qui aura forcément un impact sur sa vie sexuelle. Oui, qui aura un impact et ça se complique parfois par une impuissance. Ah bon? Oui, donc il y a ça aussi. Par rapport à votre question, est-ce que les gens arrivent comme ça à l'hôpital pour faire le dépistage? Oui, il y en a qui arrivent à l'hôpital. Comme maintenant, il y a des associations qui ont commencé par parler de la maladie. Les gens ont commencé par voir certains de leur famille souffrir de la maladie et tout. Il y en a qui viennent pour faire le dépistage. Et aussi, il y en a dans certaines églises ou bien dans certaines assemblées, comment dire ça? Le bilan prénuptial. Voilà, donc le bilan prénuptial. Et les gens viennent pour le faire. Et il y a d'autres, la plupart, la majeure partie, ils arrivent à l'hôpital et lorsqu'ils ont des complications. Et c'est de là. Peut-être même on ne pense pas à ça en première position. Et c'est peut-être après 2 ou 3 hospitalisations pour des anémies, on met le sang. Et après qu'on fait l'électrophorèse et on se rend compte que à cette personne il y a drépanocytaire. Alors, il y a le docteur Kess qui avait abordé une question que je vais vous demander de nous aider à comprendre au vu de vos compétences. Pourquoi les drépanocytaires qui font les AVC décèdent? Est-ce qu'on est arrivé à trouver une raison qui justifie cela? Merci. Pourquoi les drépanocytaires qui font des AVC décèdent? Décèdent plus que ceux qui n'ont pas la maladie. Plus que ceux qui n'ont pas la maladie. En fait, on peut dire que c'est un constat. Comme il a dit que c'est un constat qu'il a fait lorsqu'il faisait son étude. Mais pour pouvoir l'affirmer, il faut des études plus grandes. Et il faut savoir que, bon, comme pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'investissements ou bien de fonds destinés à la prise en charge des drépano, il n'y a pas vraiment beaucoup d'études sur cet aspect. Donc, cet aspect, par exemple, c'est une question de recherche et qu'il faut faire et prouver vraiment si vraiment il y a un lien, une association significative entre la drépanocytose, la survie de l'AVC sur les drépanocytaires et la mortalité. C'est très intéressant. Alors, est-ce que ces symptômes, que ce soit au niveau des manifestations, que ce soit au niveau des complications, quelle est l'évolution au fur et à mesure que le patient grandit? Est-ce que ça va s'aggravant, ou est-ce qu'au fur et à mesure que la personne grandit, les symptômes diminuent? Bon, de façon générale, il faut noter que la drépanocytose, d'abord, c'est une maladie chronique, plus une maladie génétique. Et ce sont les gènes, tu portes ça toute ta vie. Donc, les complications, personne ne peut les prédire. C'est ce qui est bizarre, bien, qui est compliqué. Comment on dit ça? Qui est compliqué dans la drépanocytose parce que les complications aiguës, ça peut survenir à n'importe quel moment. Il n'y a pas de prodrome. Voilà, il n'y a pas généralement de prodrome où tu sais que, bon, généralement, quand les drépanocytoses se maîtrisent, ils savent que quand il a tel signe, c'est un signe d'appel pour lui. Il faut qu'il consulte rapidement. Donc, généralement, ça ne part pas. C'est-à-dire les complications aiguës, quand tu fais les crises, tout ça, ça ne part pas parce que les situations dans lesquelles on vit sont là. La maladie est là. Donc, tant que tu te confrontes aux facteurs favorisants, tu vas toujours faire les complications. Mais, je pense que de nos jours, il y a quelques moyens qui nous permettent quand même de venir à bout de ces complications, qui font que les gens vont faire de moins en moins de crises. Les gens arrivent à vivre beaucoup plus longtemps des crises. La première des choses, c'est les conseils qu'on donne aux drépanocytaires.
les gens, déjà, il faut éviter les facteurs favorisants. C'est-à-dire ne pas trop t'exposer, comment on dit ça, à une situation qui va te faire manquer, comme on l'a dit, le sport intense. Ouais. Voilà. Ne pas monter en altitude. Bon, on ne peut pas interdire de prendre les avions. Ça. Voilà. Donc, maintenant, lorsqu'ils prennent l'avion, ils vont faire comment? Ils vont faire les crises en plein vol? Ou bien voilà. Est-ce qu'ils ont fait un traitement préventif des crises? Généralement, oui, ça se programme aussi, mais je pense que dans les pays développés, c'est toute une information qui va avec. Et les drépanocytaires plutôt se connaissent comme ça. Et avant de faire peut-être une chirurgie, avant d'accoucher, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Il y a une préparation qui se fait. Quand tu as une infection, il faut vite la soigner parce qu'une infection qui survient peut découler sur une crise, par exemple. Voilà, donc prendre beaucoup d'eau, quoi encore, voilà, il y a plein de choses qui vont avec. L'autre chose, c'est que de nos jours, il y a plein de médicaments qui sont en train d'être mis sur le marché, bon, qui sont sur le marché depuis, notamment l'hydroxyurée, qui a fait déjà beaucoup de preuves et qui est le plus accessible, même si le prix n'est pas vraiment accessible à tous les Togolais. Quand même, c'est le médicament de référence de nos jours qui fait déjà beaucoup de preuves, ce qui fait que lorsqu'on met une personne sous hydroxyurée, ça lutte significativement contre la falciformation. C'est-à-dire que ça va aboutir à ce que la personne ait moins de crises, que la personne ait une incidence peu réduite de faire les complications. Donc, c'est le médicament ultime actuellement. Ça ne traite pas la drépanocytose, comme on l'a dit, mais ça permet quand même de réduire significativement les complications qui vont avec. Et donc, des personnes qui sont sous ce traitement, bon nombre voient une amélioration avec le temps. Avec le temps. Voilà. Mais finalement, est-ce on pourrait se permettre de dire que c'est une maladie qui est invalidante? Parce qu'on a l'impression qu'à chaque étape, c'est-à-dire une maladie qu'une personne non drépanocytaire va faire et qu'il aura peut-être un taux de survie qui est assez élevé, lorsqu'on va aller au niveau des groupes des drépanocytaires, on va te dire que non, juste parce que tu es drépanocytaire. Est-ce que ça rentre aussi dans le gros lot des questions des maladies qui diminuent l'immunité de la personne, l'immunité, mais sa capacité à résister aux différentes maladies, aux différentes situations pathologiques? Bon, par rapport à ça, la drépanocytose, comme on le dit, ça réduit un peu l'immunité. C'est pour ça que les infections sont fréquentes sur ces terrains-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est une maladie qui est invalidante. Je ne suis pas trop d'accord par rapport à ça. D'accord. Alors, est-ce que la population est assez ouverte ou assez outillée ou a des informations, surtout des informations vraies autour de cette maladie de nos jours? De nos jours, au Togo, nous disons non. La population n'est pas vraiment informée. Et je tiens aussi à vous remercier de nous avoir donné l'opportunité là d'en parler pour que la population, pour que les gens puissent encore avoir des informations par rapport à cette maladie. Et aussi, j'encourage aussi des associations à en parler, des églises à en parler pour que cette population-là ait vraiment des informations sur cette maladie. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a peut-être des programmes, que ce soit au niveau du Centre national dont vous parlez, est-ce qu'ils ont des programmes où ils sensibilisent les gens, où ils font des dépistages gratuits aux personnes pour qu'on puisse savoir son statut hémoglobinique? En fait, la lutte contre la drépanocytose, déjà, c'est un défi. Yeah. Parce qu'on l'a dit en introduction, c'est une maladie dont on parle peu, les médias en parlent peu. Oui. Et on sait tous que quand on parle de programme, c'est qu'il faut un financement, il faut un partenaire financier, même au niveau de l'État de façon générale. Il faut que quelqu'un puisse décider et dire que je vais financer un programme de lutte contre la drépanocytose dans votre pays. Et donc, c'est par exemple ces moyens financiers, par exemple, qu'il n'y a pas encore. Et comme mon collègue le disait, il y a des associations qui font l'effort d'en parler, mais l'autre chose qui reste avec cette lutte, c'est que la sensibilisation, bien cette lutte coûte. Ah oui. Non seulement il faut en parler, il faut déployer la population vers
déployer les personnels, ceux qui maîtrisent la maladie, vers la population. Il faut également, pour avoir un effet vraiment impactant, il faut arriver à faire l'électrophorèse aux personnes. Et l'électrophorèse, c'est une analyse, c'est un laboratoire qui doit le faire. Donc il faut les moyens pour pouvoir le réaliser. Parce que, une chose est sûre, quand on en parle, ça éveille la conscience et les gens vont se dire, ah, je vais aller faire pour voir. Mais ceux qui n'ont pas réellement les informations, quand je vais par exemple à Djarpanga, je ne suis pas sûr réellement qu'il y a la population là-bas qui maîtrise cette maladie. Il y a souvent des activités qui portent sur les maladies non transmissibles, dans lesquelles même on a mis la drépanocytose jusqu'à ce jour. Et il y a régulièrement des sensibilisations qui sont faites avec des dépistages et qu'on fait un peu partout au Togo. Mais je pense qu'on n'a pas encore fait une sensibilisation et dépistage de telle envergure sur la drépanocytose parce que ça nécessite beaucoup de fonds. Et je pense que déjà c'est le moment de passer le message aux partenaires, à des personnes qui aimeraient apporter un plus dans la lutte contre la drépanocytose. Et on ne l'a pas signifié, mais si on est aujourd'hui ici, c'est grâce à l'association MLA, Med Student Leaders Association, et qui a pris sur elle de sensibiliser chaque jour, chaque année, sur cette maladie et qui également a mis en place actuellement, comment on l'appelle, un programme de dépistage et qui se fait avec des centres partenaires à Lomé. Et donc, avec le temps, on pourrait étendre ça vers l'intérieur du pays. Mais comme je le disais, par exemple, ces dépistages, c'est aux frais des personnes qui veulent le faire. C'est vrai que c'est en partie, les frais sont amortis, mais on peut faire plus que ça. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose derrière, qu'il y ait un financement qui accompagne tout ça. Et on ira beaucoup plus loin. Et je devais revenir par rapport au centre de drépanocytose. Et la même chose est faite. Généralement, on organise des séances d'information, éducation et communication, qu'on appelle généralement IEC, pour en parler. Et également, il y a le personnel du centre également qui est déployé par moment dans des endroits pour parler de la drépanocytose. Actuellement, même, je pense qu'il y a un programme sur les maladies non transmissibles au sein du ministère de la Santé même, où il y a les personnels du centre qui interviennent également, histoire de sensibiliser. Mais la drépanocytose, normalement, elle est transmissible, non? Il faut créer une ligne spécifiquement pour la drépanocytose pour que les personnes puissent se retrouver dedans. Alors, lorsque vous recevez peut-être des enfants, des adolescents, ou voire même des personnes adultes, est-ce que ces personnes bénéficient d'un certain soutien? Est-ce que les parents arrivent à accepter que leurs enfants sont souffrants? Ils arrivent à amener leurs enfants pour des suivis quotidiens, etc. et tout. Est-ce que la communauté, les parents, les amis, les frères, les collègues, les personnes qui embauchent, ils arrivent à comprendre la maladie et à soutenir des personnes qui en souffrent? Merci. Au début, oui. Quand la maladie commence, avec les douleurs au début, il y a tout un soutien, tout le monde vient. Mais quand ça commence pas à être fréquent, peut-être chaque mois ou bien par an, une fois par an, bien 2 fois ou 3 fois, ça commence des fois à être agaçant. Moi, j'ai retrouvé beaucoup de drépanocytaires au centre qui étaient venus seuls, sans accompagnant. Des fois aussi, les personnes atteintes de la drépanocytose, des fois, elles sont gênées de demander de l'aide à leur entourage, de les accompagner, parce qu'à chaque fois, c'est pas évident. Et il y en a beaucoup qui dépriment. C'est pas du tout facile à vivre. Qu'est-ce qui fait plus mal? Est-ce que c'est la douleur? C'est pas seulement la douleur, c'est le fait à chaque fois d'être hospitalisé. Ok. Oui, parce que c'est un peu traumatisant, quoi. À chaque fois tu es hospitalisé, peut-être si tu es au boulot, à chaque fois tu dois rater des jours. Quand tu es un étudiant ou bien un élève, tu dois rater les cours tout le temps, c'est pas facile.
Et je connais aussi un garçon de 19, 20 ans, qui est enseignant. Et à chaque fois, il a des crises. Il est obligé d'être hospitalisé à chaque fois. Et ça a fait qu'on l'a licencié à plusieurs endroits. Donc, c'est pas du tout facile pour eux de vivre ça. D'accord. Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire un dépistage en anténatal? Ou peut-être de faire, je sais pas, la priorité serait été en anténatal. Est-ce que c'est possible peut-être de préparer les parents à ce qui les attendent si l'enfant vient au monde? Oui, c'est possible, mais on dit ce qui est possible, la possibilité, et ce qui est faisable chez nous. Chez nous, oui. Déjà, les sensibilisations qu'on fait et les dépistages, c'est de pouvoir amener d'abord la population générale à faire un choix de partenaire de vie. Quand tu sais que tu es AS et que tu prends une personne qui est AS, il faut que vous sachiez dès le départ que vous avez la possibilité de faire des enfants qui soient SS. Donc ça déjà, si vous connaissez ça et que c'est ce qu'on conseille de ne pas faire. Mais si des personnes le savent, le cœur a sa raison que la raison ignore. Et que malgré ça, l'amour prend le dessus et qu'ils se marient, il faut quand même qu'ils soient conscients de ce qui va suivre après. Et chez les Blancs, lorsque la grossesse est conçue, c'est vrai que si une grossesse est conçue, c'est fini, on ne peut pas changer la maladie au cours de la grossesse. Donc, chez eux, il y a la possibilité de faire des diagnostics en anténatal, c'est-à-dire qu'on prélève, on fait des prélèvements chez l'enfant, chez le fœtus, et on teste pour voir est-ce que la personne est malade ou pas. Après ça, il y a des traitements s'il faut faire une interruption ou pas. Mais chez nous, déjà, que ce n'est pas possible de le faire. Il y a au moins ce qu'on peut faire, c'est le dépistage périnatal. C'est-à-dire que l'enfant naît, ou bien néonatal, voilà. Quand l'enfant naît, on peut faire des prélèvements et savoir s'il a la maladie ou pas. Dans certains pays développés comme la France, c'est systématique à certains endroits. Quand tout enfant qui naît doit avoir un dépistage de la drépanocytose. Mais chez nous, il n'y a vraiment pas ça. Mais lorsque l'enfant commence pas à avoir des signes de la maladie, c'est là-bas maintenant qu'on vient faire les analyses, qu'ils se rendent compte que leur enfant a la maladie. Et pour rebondir un peu sur ce qu'il a dit, la question à laquelle il a répondu, déjà le fait que on retrouve la maladie chez la personne, on n'avait pas parlé de ça. L'âge de diagnostic, c'est généralement à l'âge, à un âge plus tôt, c'est-à-dire généralement pour les gens qui sont de phénotype SS, les enfants, généralement le diagnostic est fait avant 3 ans. Pour certains déjà à 6 mois, quand ils présentent les signes, on peut faire le diagnostic déjà à 6 mois. Mais les SS, leur diagnostic est posé déjà avant même l'âge de 3 ans. Parce que forcément, il a pu faire une complication qui a orienté vers la réalisation de ce bilan-là. Et les SC, ça vient un peu plus tard, parce que les études ont montré que ceux qui ont le génotype SC ne font pas très tôt les manifestations de la maladie. Donc, le fait que la personne a la maladie, d'abord le fait d'annoncer ça aux parents, c'est un choc. C'est un choc. Et donc, ce qui fait que cette annonce doit être faite de façon spéciale. Il faut organiser cette annonce-là. Et au cours de cette annonce-là, il faut leur expliquer que la maladie, l'enfant peut vivre avec. Il faut leur expliquer tout ce qui va avec la maladie. Conseiller les parents. Conseiller les parents proches et les parents lointains. C'est-à-dire, si l'enfant va grandir un jour, chez qui il va aller rester. Voilà. Donc, il faut que cette personne sache que si l'enfant dit qu'il a mal et qu'il est dépendantitaire, il ne faut pas qu'il l'insulte pour lui dire « oh, wokwe », alors que réellement la personne fait une crise douloureuse et qu'il doit l'amener à l'hôpital parce qu'elle ne maîtrise pas la maladie, parce qu'il ne sait pas de quoi l'enfant souffre. Il va penser que l'enfant essaie de faire les caprices ou bien il invente les signes alors que l'enfant souffre réellement de quelque chose de sérieux. Et donc, c'est toute une éducation qu'il faut faire, ne serait-ce qu'à l'enfant, quand il va grandir, aux parents surtout qui sont proches de l'enfant et aux grands-parents, aux ceux qui sont autour de lui.
Et comme il le disait, il y a des patients qui viennent. Des fois, ils sont hospitalisés, mais c'est beaucoup plus leurs amis qui sont avec eux. Ok. Parce que certains amis ils savent ce que c'est que la maladie. Voilà. Et bon, il y a tout qui va avec la maladie. C'est vrai. Mais est-ce que si les parents, ils ont ce sentiment de culpabilité, ils ont l'impression que si mon enfant est dans cet état, c'est à cause de moi. Ça fait que involontairement, ils n'arrivent pas à accompagner leurs enfants tout le temps à l'hôpital. Est-ce qu'ils s'en veulent d'avoir transmis le mauvais gène? Si on peut dire ça comme ça. Oui, il y a certains patients qui se sentent vraiment culpabilisés, mais bon, il y a d'autres qui accusent toujours l'enfant de tomber malade à chaque fois, que c'est toujours lui qui fait dépenser. Ah oui, c'est vrai. Et bon, et aussi pour revenir sur la transmission, il y a des gens qui se disent qu'ils sont AS et que lorsqu'ils vont épouser quelqu'un qui est de phénotype AS, ils ont peut-être la chance d'avoir des enfants AS. Mais il faut qu'ils sachent que vous pouvez faire 4 enfants, 5, 6 enfants. Eux aussi peuvent être drépanocytaires. Donc, il faut vraiment insister sur ça parce qu'il y a des gens qui pensent que les probabilités là. Mais on a tous fait les probabilités, c'est un quart. Voilà. C'est un quart. Voilà, Donc ils calculent ça et puis le reste on prie. Mais est-ce que c'est évident pour les jeunes aujourd'hui? On prend un couple de jeunes qui s'aiment réellement et au cours d'un bilan prénuptial, ça veut dire que peut-être c'est l'église qui demande, ça veut dire que la relation est déjà avancée à un certain niveau. Comment vous leur annoncez qu'ils sont a priori pas compatibles sur le plan médical? Sur le plan médical, annoncer ça, c'est pas facile. C'est pas du tout facile d'annoncer. C'est pour ça il faut au préalable. Déjà, lorsqu'on est célibataire, on n'est pas en couple, donc de faire le bilan. Et là, quand vous voyez quelqu'un, une fille ou bien un garçon qui vous plaît, quand il vous fait des avances, vous le demandez en même temps le statut. Quel est ton statut? Oui. Mais si vous êtes AA par exemple, vous pouvez prendre n'importe qui. Mais si vous avez des traits drépanocytaires, il faut demander. Donc comme ça, et on sait. Maintenant, par rapport à l'annonce de la maladie, c'est pas facile. Parce que vraiment, comme vous l'avez dit, la relation est déjà arrivée à un moment donné où leur dit d'arrêter, c'est pas facile. Mais c'est notre devoir de les informer. Donc, pour ça, nous aussi, on a des moyens pour les informer. Maintenant, nous, on va les informer, leur parler des complications. Mais on ne sait jamais si le cœur prend le dessus. Là, nous, on sera là aussi pour gérer les complications. Pour gérer les complications. Mais bon, en tout cas, quoi qu'on dise, au-delà d'être médecin, vous êtes également humain. Est-ce que vous laisserez une femme que vous aimez beaucoup parce que vous n'êtes pas compatible avec vos statuts hémoglobiniques? Déjà, il faut comprendre la réalité. Hein. C'est pour ça, il le disait. Nous, on n'a pas le pouvoir de décider, de dire à quelqu'un d'arrêter une relation. Nous avons un devoir d'information. En tant que médecin, tu ne vas pas dire non, c'est parce que tu as fait des enfants drépanocytaires, il ne faut pas te marier. Non. C'est-à-dire que toi, tu sais ce que c'est que la maladie. Explique à 2 personnes qui ont la probabilité, parce que on le dit comme ça, il y a des gens qui se marient, ils ont des enfants aussi AA, ils ont des enfants aussi AS, de même qu'il y a des enfants SS. Voilà. Donc généralement, moi je dis, tant qu'il y a un pourcentage de 1% seulement, il faut ne pas se marier. Donc, lorsque vous avez des patients comme ça, il faut leur donner l'information. C'est à eux de décider. Je ne peux pas influencer sur la décision d'un couple. En tant que médecin, d'ailleurs, on ne peut pas le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu as le droit d'information et la décision, c'est au couple de le prendre. De prendre la décision, voilà. C'est vrai quand même. Alors aujourd'hui, comment on peut sensibiliser mieux la population? Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que la leçon entre dans la tête? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse espérer éradiquer la maladie là un jour? D'accord. Pour espérer éradiquer la maladie, tout d'abord, comme le collègue l'a dit, il faut tout d'abord avoir un programme national destiné uniquement que pour la drépanocytose, parce que c'est une maladie qui est fréquente dans notre population. Et de 2, aussi, voir les chefs religieux, les chefs traditionnels,
les mères, je sais pas comment on les appelle. Les mères. Ceux qui sont... Les leaders coutumiers. Voilà, donc ceux qui font les mariages ou bien célèbrent les mariages, c'est personnel pour que lorsque les couples viennent pour célébrer les mariages, il faut les informer, il faut leur parler de la drépanocytose, ou soit organiser des réunions où il faut convoquer des médecins ou bien des personnels de santé qui vont leur parler de la maladie avant qu'ils ne s'engagent. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas au courant et qui se marient et à qui on ne demande même pas de bilan prénuptial et qui se retrouvent à faire la maladie. Donc c'est l'occasion de parler encore beaucoup plus de cette maladie aux populations. Voilà. D'accord. Alors, il s'agit donc normalement de sensibiliser et aussi d'inclure toutes les personnes qui peuvent en amont empêcher qu'un couple toxique ne se mette ensemble. Alors, est-ce qu'il y a d'autres recommandations que vous souhaiteriez ajouter également pour pouvoir lutter efficacement contre la maladie? D'accord. Moi, je pense, comme il a dit, il faut miser sur l'information, les sensibilisations, encourager déjà les gens à faire le dépistage, c'est-à-dire à faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et donc, quand tu connais ton statut, tu sais ce qui t'attend. Et là où il ne faut pas aller aussi. Voilà. Je pense qu'il y a un constat, en tout cas moi je le fais, je ne sais pas si tout le monde le fait. De façon générale, ce n'est pas tout le monde qui se lève et qui va organiser le mariage. Généralement, ce sont les grossesses qui surviennent et après on pense à se marier. Donc imagine, deux personnes se voient, bon, sans bilan préliminaire, ils se mettent ensemble parce que telle personne, ils se plaisent et ils commencent par faire leur relation. Et dans cette relation, il y a une grossesse qui survient. Et après, c'est après cela maintenant qu'ils se rendent compte que l'enfant qu'ils ont fait est drépanocytaire. Quand ça vient comme ça, la majeure partie se sépare. Mais d'autres, quand même, ils acceptent et continuent pour soutenir d'abord l'enfant et l'amener à évoluer et après prendre des décisions pour la suite. Mais donc, il y a d'abord une sensibilisation. Il faut que les gens sachent que il faut au moins le statut. Tu connais ton statut. Donc, si tu sais que tu es AS, par exemple, tu ne vas pas t'amuser avec n'importe qui. Ou ne serait-ce que prendre n'importe quelle grossesse. Parce que tu ne connais pas le statut de l'autre. Je donne l'exemple, c'est ça. Si tu connais le statut, tu sais que ça peut marcher, d'accord. Mais si tu ne connais pas son statut et que tu te mets avec lui, une grossesse sort dedans et que l'enfant est drépanocytaire, c'est toute une souffrance. On n'a pas parlé de cette souffrance-là, mais c'est beaucoup de choses. Hein. D'abord, l'enfant qui souffre. Donc, il y a la souffrance de l'enfant qui va vous attrister tous. Il y a la souffrance sociale, parce que les voisins ils voient que vous avez un enfant qui tombe malade tout le temps. Et la souffrance financière. C'est très important. Il y a une étude un de nos collègues qui a fait la dernière fois, qui a parlé du coût de la prise en charge d'une crise vaso-occlusive. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une crise vaso-occlusive et qu'on l'amène à l'hôpital, en moyenne, ce qu'il va dépenser, c'est autour de 65 000. Pour une seule crise? Pour une seule crise. Et on peut faire en moyenne combien de crises dans le mois? Là, ça dépend. Il y en a qui font des crises chaque mois. Il y en a qui font... Voilà, ça donc, dépasse le SMIC même. Ça dépasse le SMIC. Donc, il faut voir cet aspect de la chose aussi. Donc, c'est beaucoup de dépenses. C'est beaucoup de dépenses financières, émotionnelles, psychologiques qui vont avec. Pour quelque chose qu'on aurait pu éviter. Voilà, donc je pense que si on met déjà les faits devant la population, ça va quand même réveiller des consciences et ils vont prendre les décisions utiles. Et surtout, c'est important aussi de vulgariser ces informations. Il y a des gens qui le disent que non, on vit avec la drépanocytose. J'ai l'impression que c'est le message qui est beaucoup plus passé. C'est un peu comme le VIH. Ce n'est pas une comparaison, mais c'est un peu comme le VIH. Oui. Aujourd'hui, les gens n'ont même plus peur d'attraper le VIH. Effectivement. Les femmes ont beaucoup plus peur de tomber enceinte que d'attraper le VIH. Effectivement. Donc, si on passe le message que c'est possible de vivre avec la drépanocytose, il y a des gens qui vont dire, bah, on sait, mais l'amour, ça résiste à tout. Donc, allons-y. Voilà. Mais si on partage des informations sur le coût, sur le vécu des enfants drépanocytaires, sur le vécu des femmes drépanocytaires, je pense que c'est quelque chose aussi qui aura un impact considérable sur les futurs couples, les futurs parents. Alors, pour ajouter, comme tu as fait la comparaison tout à l'heure, c'est très bien fait parce que le VIH, il y a un programme pour ça qui prend en charge le VIH. Je pense que
plus de 50% des soins qui sont reliés au VIH sont pris en charge. La drépanocytose, il n'y a rien qui sponsorise. Il n'y a aucun partenaire, il n'y a aucun programme. Donc, ce qui a fait que quand on dit « tu vis avec », c'est parce que les gens mettent les moyens pour pouvoir assurer cette survie-là. Et ceux qui n'ont pas les moyens croupillent, hein. C'est difficile. On est au Togo, vous savez, c'est compliqué. C'est compliqué. On a faim maintenant. Il faut ajouter maintenant les souffrances liées à la maladie. Je pense que c'est énorme. C'est quelque chose que, quand quelqu'un a la maladie, le personnel est formé. Il y a des gens qui sont là, qui vont l'amener à grandir avec la maladie. Mais le mieux, c'est de l'éviter. Justement. C'est de l'éviter parce que il y a beaucoup de choses qui Il y a beaucoup de complications. Donc, il faut Voilà. éviter ça en évitant les couples toxiques. Alors, très rapidement aussi, il y a des enfants qui sont actuellement malades, voire même des adultes. Comment on s'assure pour ne pas peut-être tomber dans les grosses complications? Comment on essaie de vivre avec la maladie? Voilà. Pour vivre avec la maladie, il y a des conseils qu'on donne aux drépanocytaires. Donc, de boire beaucoup d'eau. Bon, il avait cité ces conseils-là, d'éviter les situations de stress. Parce que le stress aussi déclenche les crises. D'éviter de dormir. En Afrique et ne pas stresser. Oui, bon, mais il faut éviter le stress au maximum. Même si on a faim, éviter de stresser. Donc, dormir sous moustiquaire, éviter les infections. Et quoi aussi? Donc, s'hydrater beaucoup. Donc, éviter les situations anoxies, c'est-à-dire les situations qui vont t'amener à manquer de l'oxygène. Par exemple, le fait d'aller en altitude, comme on l'a dit. Donc, il y a plein de conseils qu'on donne aux drépanocytaires. Et si la personne arrive à suivre ces conseils-là, ça ne veut pas dire que cette personne ne fera plus de crise. Mais ça va réduire les crises. Mais la personne en fera quand même. Oui. Donc, ça veut dire que le problème n'est pas résolu dès. En tout cas, merci beaucoup. Ce fut très intéressant de discuter avec vous. Je pense que nous avons beaucoup appris. Et au-delà du message populaire qui veut faire croire, qui atteste qu'on peut vivre avec la drépanocytose, c'est oui, on peut vivre avec la drépanocytose, mais c'est la qualité de la vie là qui va t'éduquer. Alors, très rapidement, docteur Chris Roy, quel serait votre mot de fin? Moi, mon mot de fin, généralement, je dis, quand tu veux te marier, et que tu sais que dans ton couple, il y a 1%, je vais te le dire. Parce que quand on dit elle se marie, le pourcentage pour avoir des enfants, c'est 25%, des enfants drépanocytaires. Donc, tant qu'il y a un petit pourcentage qui peut conduire à la naissance d'un enfant drépanocytaire, il faut faire l'effort de quitter ça parce que d'autres le disent, l'amour est là, mais quand vous allez faire face à la drépanocytose, vous allez comprendre qu'il y a d'autres choses qui sont au-delà de l'amour. Merci. Merci beaucoup. Donc, la drépanocytose fait disparaître l'amour. Alors, docteur Pierre. Pour moi, je dirais que l'électrophorèse de l'hémoglobine coûte environ 3 500 à 5 000, ça dépend des structures sanitaires. Je pense que moi, j'invite les jeunes d'aujourd'hui à faire l'analyse là de l'électrophorèse de l'hémoglobine qui va leur permettre d'éviter toutes ces complications-là pour leurs enfants et aussi plus tard pour eux-mêmes. Donc, je conseille tous les jeunes de se rapprocher de l'équipe médicale et de faire ce bilan qui va leur permettre d'éviter beaucoup de choses. Merci. Merci beaucoup, merci Dr Pierre, merci Dr Chris Roy et merci à vous chers téléspectateurs. J'espère que vous avez beaucoup appris, que vous avez eu des réponses à toutes les questions que vous vous posez autour de la maladie. S'il existe encore des autres dons, n'hésitez pas à vous approcher du Centre national qui est dédié à cette maladie qui se trouve donc au sein du CHU Campus à Lomé. Et pour les futurs couples, je pense que vous avez un rôle très crucial à jouer pour l'éradication de cette maladie. C'est de faire votre électrophorèse de l'hémoglobine qui coûte maximum 5 000 francs CFA et qui vous permettra de faire de bons choix, de préserver la vie de vos futurs enfants et surtout de cultiver et de faire pérenniser l'amour de votre couple. Parce que peu importe à quel point vous vous aimez, la drépanocytose est douée pour éteindre l'amour là. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro et n'oubliez pas de rester branchés et connectés au programme de votre chaîne santé.